L'entreprise, c'est l'histoire d'une vie, c'est le prolongement de toi-même. On m'a répété toute ma vie que j'étais naïf. Je pense que c'est une énorme qualité. Quand t'es une agence comme Eskimos, si tu t'adaptes pas au changement, tu peux mourir en 3 ans. L'argent n'achète pas les bonnes idées. Nous, on est drivé par la data. Aujourd'hui, si t'es entrepreneur et que tu passes à côté du personal branding, tu n'as pas saisi le monde dans lequel on était. À mes 34 ans, on m'a proposé un deuxième LBO, prendre 100 millions d'euros. J'ai encore refusé. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Build. Je suis très content aujourd'hui de recevoir Andrea Ben Saïd. Andrea, bienvenue. Salut Xavier, merci pour l'invitation. Il y a une légende qui dit qu'en fait, la croissance de l'entreprise, elle part avec 2000 € que tu as investi au début de ta carrière. Est-ce que c'est vrai ? Ouais, je le répète toujours, j'ai investi 2000 € dans mon entreprise et j'ai jamais réinvesti un seul euro. Donc tout ce que je possède aujourd'hui, les belles vacances que je me paye, les bons restaurants, j'ai toujours cette petite idée en tête. Et pour imager, j'aime bien dire, c'est 4 billets de 500. Et tout ce que je possède aujourd'hui, tous les plaisirs que je me fais, c'est grâce à ces 4 billets de 500. Et c'est pour ça que je suis un vrai passionné d'entrepreneuriat. J'adore cette idée qu'avec peu de moyens, on peut, s'extirper d'une condition et créer de la valeur, en partant de rien. C'est ce que j'aime dans l'entrepreneuriat et plus précisément dans le digital. Parce que le digital, c'est un peu n'importe qui. Tu vois, tu as une connexion Internet, tu peux habiter n'importe où dans le monde, tu peux développer une boîte et gagner ta vie. Tout ça, je trouve ça fou. Ça n'existait pas il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans. Et c'est ça qui est assez dingue dans ton parcours, parce que moi j'ai noté qu'en fait, d'ailleurs, tu as un parcours un peu atypique, parce qu'au départ, tu n'étais pas prévu de rentrer dans le monde du digital. Exactement, j'étais destiné à travailler dans un cabinet d'audit, accompagner des entreprises dans leurs transactions, dans leur M&A, ce genre de choses. Et en fait, tu arrives à monter une boîte dans le digital. Aujourd'hui, en fait, tu diriges le groupe Eskimos, qui est présent dans plusieurs pays européens, qui génère 40 millions d'euros d'ARR annuel, c'est ça, hein ? C'est ce qu'on vise cette année, effectivement. C'est ce que vous visez cette année. Aujourd'hui, Eskimos, c'est une entreprise spécialisée dans l'acquisition. Au départ, avec une compétence qui est très forte en SEO. Et aujourd'hui, en fait, dans toute l'acquisition, c'est-à-dire aussi bien sur LinkedIn, sur Instagram, sur Pinterest, sur toutes les plateformes, sur Google. Exactement. Alors, plus que Google, en fait, moi, à la base, j'étais spécialisé en SEO et ensuite dans le search marketing, donc uniquement sur Google. Le truc, c'est que le marché évolue. Avant, Google avait une position un petit peu dominante, un petit peu de monopole. Et aujourd'hui, ça a bien évolué. On parle plus de global search. Donc aujourd'hui, Eskimos se définit comme une société, donc une agence de global search. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'audience se démultiplie selon les canaux. Donc, il y a une multiplateformisation. Par exemple, tu vois, la Gen Z va faire des recherches maintenant sur TikTok, alors qu'avant, elle utilisait Google. Les gens vont aller faire leurs cadeaux de Noël sur Amazon en fin d'année. Donc, tu vois, il y a de plus en plus de plateformes. Les gens vont aller sur Pinterest pour des sujets, par exemple, de décoration. Donc, en fait, on assiste à une multiplateformisation. Et donc, nous, l'idée, c'est d'accompagner avec des experts par plateforme les entreprises à avoir un maximum de présence, de visibilité et à la fin de générer un maximum de chiffre d'affaires. Donc à la base, on travaillait que sur Google parce qu'ils avaient un petit peu le monopole et le marché a évolué. Donc maintenant, on accompagne sur toutes les plateformes. On va discuter aussi de ta position de leader de ce marché, en tout cas de leader du marché du marketing, mais aussi de personal branding, parce qu'aujourd'hui, en fait, tu apportes beaucoup de valeur à ta communauté, justement en partageant des outils, en partageant en fait des tips, en partageant aussi une actualité de ce secteur. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, je te suis sur les réseaux. Je trouve que c'est à chaque fois passionnant parce que tu apportes vraiment beaucoup de valeur et des choses qu'on voit pas habituellement. Tu partages des choses que les autres osent pas dire ou en tout cas ont du mal à partager. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Tu es aussi investisseur, tu es podcasteur, tu es contributeur média. En fait, on a l'impression qu'Andrea Ben Saïd, il a plusieurs vies. Aujourd'hui, ton parcours, c'est une vraie success story, on peut le dire. Hein. Tu as fait rentrer à ton capital là récemment un fonds d'investissement. J'aimerais qu'on discute de ce sujet-là parce que tu étais quelqu'un qui défendait effectivement le fait d'être toujours tout seul, très autonome, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais bien comprendre en fait qu'est-ce qui t'a fait changer de position par rapport à cette approche. Et puis qu'on parle de ton parcours, c'est-à-dire qu'au départ, tu démarres en tant que freelance, c'est ça ? C'est bien ça. Pendant 5 ans, de 2010 à 2015, j'étais freelance, j'étais consultant SEO. Je travaillais sur des plateformes qui s'appelaient à l'époque coder.com, 1, 2, 3 Presta, où il y avait pas mal d'offshoring et en gros, où les annonceurs allaient chercher des spécialistes. Mais ça a duré 5 ans quand même, où je travaillais de chez moi. En freelance, voilà. Qu'est-ce qui fait que tu deviens freelance ? Est-ce que tu sais parce que tu te dis en fait il y a personne qui veut m'embaucher ou parce que en fait je pense que la voie c'est celle-là que j'ai envie de prendre, c'est d'être libre ? Je me suis beaucoup posé la question. Je me suis demandé si j'avais pas une bonne étoile à la fin parce que c'est dur de savoir pourquoi tu prends des décisions. Je pense que j'ai toujours eu le goût de l'entrepreneuriat. Tu vois, petit, j'adorais les jeux de stratégie et du coup je pense que j'étais déjà un peu entrepreneur dans le sens. J'ai toujours aimé ça. À la fin de mes études, je me mets un peu en freelance. Alors en fait, plus précisément, j'ai voulu lancer une plateforme de bien-être à domicile qui n'a pas marché. Et en fait, comme elle ne marchait pas, et que j'avais plus d'argent pour la développer, je me suis intéressé au SEO parce que le SEO, tu payes pas pour avoir des clics ou de la visibilité.
C'est plus ton intelligence, ta ruse, ton savoir-faire qui va te permettre de te positionner sur Google et du coup de générer du trafic et des ventes. Et donc du coup, je me suis vraiment cassé les dents pour monter en compétence sur le SEO pour que ma plateforme marche. Ma plateforme n'a jamais marché, mais comme je suis vraiment devenu expert en SEO, je me suis dit, bon bah maintenant, j'ai cette plateforme-là qui n'a pas marché, qu'est-ce qui me reste? Une forte expertise dans un métier que personne ne connaissait à l'époque. Bah, je me suis dit, bah voilà, je vais vendre tout simplement ça. Mais tu vois, je n'avais pas de grands projets ou de faire un grand groupe. Ok. Je voulais juste vendre mon expertise et je sentais qu'il y avait un petit peu d'argent à faire là-dedans. Et donc, comment tu passes de ce statut de freelance au statut, en fait, je me positionne en tant que chef d'entreprise, je monte une entreprise, je recrute des gens. C'est quoi le moment de basculement? J'ai pas de réponse à cette question. Si j'ai pris des bureaux, c'est que je voulais un peu m'acheter une hygiène de vie à ce moment-là. J'en avais marre de bosser de chez moi, j'étais tout seul, ça faisait 5 ans. Et je me suis dit, je vais me prendre des bureaux et je vais retrouver une hygiène de vie. C'est con, mais je vais prendre une douche le matin, je vais mettre une chemise, je vais aller sur un lieu de travail. Et en fait, depuis ce moment-là, tout a explosé. J'avais besoin d'un cadre pour que ça marche. Aujourd'hui, en fait, tu travailles avec des grandes entreprises, tu travailles avec L'Oréal, tu travailles avec Maison du Monde, tu travailles avec PwC. Ces entreprises-là, pourquoi elles décident de travailler avec Andrea Ben Saïd, avec Eskimos, plutôt qu'avec un autre gros de la communication avec lequel ils ont l'habitude de travailler? Je pense que c'est l'expertise. C'est l'expertise qui les font travailler avec nous. Alors c'est sûr que Andrea Ben Saïd, quand on était 3 collaborateurs, on n'intéressait pas ces grands groupes. Mais aujourd'hui, on développe des outils technologiques qui sont puissants, on recrute des super talents, on a des programmes de formation en interne qui font qu'on a un niveau d'expertise et de qualité qui fait qu'aujourd'hui, les grands groupes nous approchent. Ouais, je comprends du coup ton niveau d'expertise, c'est-à-dire que tu es quelque part en fait dans une niche du marketing, quelque part sur une niche du marketing digital. Et en fait, je me suis interrogé, tu vois, en préparant cet épisode, en me disant en fait, Andrea, quand même, il prend un risque qui est important avec sa boîte, c'est-à-dire que en fait, l'algorithme de Google change en permanence. Toi, ton métier, c'est de pouvoir répondre aux algorithmes pour positionner effectivement les entreprises qui travaillent avec toi pour être le plus visible possible sur ces plateformes et améliorer effectivement leur acquisition de nouveaux clients ou la transformation de leads commerciaux, etc. Et je me suis dit, en fait, est-ce que demain, si tout change, ton business model, il existe encore? C'est le principal problème de nos métiers. En fait, concrètement, quand tu es une agence comme Eskimos, si tu fais pas de R&D et si tu t'adaptes pas au changement, je pense que tu peux mourir en 3 ans. Donc nous, aujourd'hui, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, on a un pôle R&D avec à peu près une dizaine de personnes, avec un CTO, des data scientists, des développeurs. Et du coup, on développe des outils pour toujours être à la pointe. Et c'est pour ça que le business fonctionne très bien chez nous, parce qu'on a des outils vraiment maison qu'on est les seuls à avoir. Et donc, on vient nous chercher pour notre expertise. Par exemple, aujourd'hui, on est capable de faire du tracking de mots-clés sur Search GPT. On est une des seules sociétés dans le monde à pouvoir faire ça. Donc, ça va être des bulks de mots-clés. Et sur un bulk de mots-clés, on va pouvoir te dire, voilà, ta position moyenne. Donc, est-ce que tu ressors dans Search GPT aujourd'hui ou non? On va pouvoir être capable de le faire et d'optimiser du coup ta présence. Donc, effectivement, il y a un avantage et un inconvénient d'être dans un métier à danger, comme tu le dis. L'inconvénient, c'est qu'on peut mourir très vite si on ne s'adapte pas. L'avantage, c'est que si on s'adapte vite, il y a des boulevards devant nous parce qu'on est les seuls un petit peu à proposer ces nouvelles offres. Mais c'est très difficile, Andrea. C'est-à-dire que moi qui sais ce que c'est de faire de la croissance, je vois la tienne, en fait, qui est admirable, hein, parce que tu as une entreprise qui est rentable, en tout cas un groupe qui est rentable. Et en fait, quand on grossit et quand on se développe, et c'est encore plus vrai à l'international, nous, on a mis quelques pieds là, en dehors des frontières françaises. Et c'est effectivement beaucoup plus complexe que qu'on sait à côté de chez nous. C'est-à-dire que tu as besoin aujourd'hui de structurer et processer ta boîte. Et en même temps, il faut continuer à faire de la R&D. En même temps, il faut continuer à faire de la croissance et avoir de nouvelles positions en Europe. En fait, comment tu fais tout ça? On travaille beaucoup déjà. Forcément, mais c'est vrai que déjà l'international, c'est vrai que les gens se rendent pas compte, mais c'est pas facile. La culture, tu vois, en Espagne n'est pas la même qu'en Italie ou en Allemagne, et donc du coup, nous, on doit s'adapter. Et donc effectivement, on doit processer les choses pour réussir à scaler partout. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on développe beaucoup d'outils pour processer. Effectivement, on processe plein de choses. On a des systèmes d'information centralisés. Comme ça, on a toute l'information au même endroit. En 2 clics, on est capable d'un petit peu tout voir. Nous, on est drivé par la data, que ce soit pour nos clients, où on va mesurer par exemple les retours sur investissement, mais on va être aussi drivé par la data en interne, où on va suivre un PNL mensuel par entité. Et donc, je dirais que voilà, ça passe par des process et de la rigueur. Et là, mon background, justement, dont tu parlais au début, en audit, en fusion-acquisition, forcément, je pense, sert parce que j'ai un profil, je pense, plus scientifique, cartésien, ingénieur, qui me permet d'avoir une rigueur opérationnelle assez forte dans un marché où, malgré tout, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de freelance, beaucoup de créatifs,
Tu vois, des agences web, il y en a des dizaines de milliers en Europe, mais des agences web qui dépassent les 10, 15, 20 personnes, il en reste assez peu. Ça m'ouvre l'esprit sur deux choses. La première, c'est que en fait, ça donne l'impression que tu gères ta boîte comme les stratégies que tu mets en place pour tes clients. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la data qui compte. Et puis, il y a une autre chose qui m'interroge. Tu parlais du nombre de concurrents que tu as effectivement sur ton marché. Aujourd'hui, en fait, pour faire de l'acquisition digitale, en fait, il y a 1000 stratégies. C'est quoi le levier que les boîtes, en fait, utilisent pas assez, qu'elles devraient plus utiliser pour faire de l'acquisition digitale? En fait, il n'y a pas de réponse absolue dans cette question. Il faut penser le marketing en fait de manière globale aujourd'hui, je pense. Et donc du coup, l'idée c'est de trouver ton meilleur, ce qu'on appelle mix marketing. On voyait ça déjà à l'école. Le bon mix marketing, c'est le dosage que tu vas mettre dans chaque levier qui va t'apporter le meilleur ROI à la fin. Nous, on va réussir à l'analyser grâce à la data. Par exemple, on va utiliser du TikTok, de l'Amazon, du Facebook, de l'Instagram, du LinkedIn. On va utiliser un budget sur toutes ces plateformes. Ensuite, on va regarder donc le retour sur investissement par plateforme et on va ajuster les budgets. Et à la fin, à force de travailler avec mon client, je vais trouver le meilleur arbitrage pour avoir la meilleure rentabilité. Et donc, c'est possible. Dans certains cas, ça arrive qu'on finisse que sur un levier. Même si nous, c'est pas ce qu'on recommande, parce que l'idée, c'est pas d'être dépendant d'un seul canal. Et aussi, il y a un autre sujet, c'est que les plateformes sortent des nouvelles offres. Par exemple, Google a sorti Google Performance Max à un moment donné. Ça a été un carton. Là, TikTok vient de sortir TikTok Shop. Donc, il y a tellement d'offres différentes qu'aujourd'hui, les entreprises font appel à des experts comme nous. Donc, je dirais que Eskimos surfe aussi sur cette multiplateformisation et sur cette le fait qu'il y ait de plus en plus d'offres, parce que du coup, c'est pas possible de suivre ça en interne. Et est-ce que ça passe pas parce que je prends ton exemple à toi, en fait, par le fait d'avoir une position sur les réseaux avec du personal branding? Est-ce que c'est pas aussi ça, commencer une stratégie de marketing digital? Est-ce que c'est pas déjà commencer par soi-même? Alors moi, je crois beaucoup dans le personal branding. D'ailleurs, on peut le voir aux États-Unis. Comment ça cartonne. Même aujourd'hui, je trouve qu'un entrepreneur, par exemple, en B2C, qui ne fait pas de personal branding, moi qui ai investi dans des sociétés, c'est presque un red flag pour te dire à quel point je crois dans le personal branding. Donc effectivement, je pense que le personal branding est un bon levier de marketing, si on le met dans le marketing. Le marketing, je pense, ça englobe également le branding. Aujourd'hui, on sait que le branding va avoir un impact sur le marketing. L'argent n'achète pas les bonnes idées. Si tu arrives à trouver l'intelligence de trouver une bonne punchline, une bonne idée de branding, ça va te permettre d'avoir des effets marketing super importants, comme par exemple améliorer ta conversion, baisser tes coûts par clic et donc baisser ton coût d'acquisition. Et pour revenir sur le personal branding, je te donne un très bon exemple. Un CEO qui est connu, qui fait du personal branding sur LinkedIn, par exemple B2B, on sait que ça augmente ton taux de conversion quand tu prends contact avec quelqu'un de 30 à 40%. Donc, c'est énorme en termes de... C'est énorme. Donc, tu vois, quelqu'un qui est en B2B, qui ne ferait pas de personal branding, il serait limité. Moi, je prends mon exemple. Alors, toi, tu as, je crois, plus de 90 000 personnes qui te suivent sur LinkedIn. Plus de 100 000, là, je suis Plus de 100 000. Incroyable, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Andrea, moi, sur mon secteur, sur le BTP, aujourd'hui, je dois avoir à peu près pas loin de 30 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn. Aujourd'hui, en fait, j'ai des leads commerciaux qui me viennent, donc de l'inbound, et je dois avoir à peu près 5 nouveaux leads commerciaux par semaine qui me viennent de mes réseaux sociaux. Et c'est à peu près d'ailleurs la même chose concernant en fait ma marque employeur, c'est-à-dire qu'il y a entre 5 et 10 personnes qui me contactent chaque semaine pour me proposer leur candidature, me dire qu'ils veulent travailler avec moi. Donc c'est quand même très efficace. Hein. Tu vois, c'est pour ça que je trouve que ça c'est une clé effectivement qui est à partager. C'est que le personal branding, effectivement, ça me prend un peu de temps. On travaille un peu dessus, on essaie de faire du contenu, etc. On essaie surtout de faire en sorte que ça nous ressemble. Mais par contre, une fois qu'on a trouvé un peu sa recette à soi, en fait, ça marche quand même ça marche très bien. Quoi. Je pense qu'il y a des énormes boulevards qui sont sous-exploités. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, moi, dans mon domaine, par exemple, je fais du personal branding, mais on est 10 000 à le faire. Alors que toi, par exemple, dans le BTP, il y a peu je trouve, d'entrepreneurs dans le BTP qui prennent la parole. Donc, tu es typiquement dans le cas où il y avait un boulevard énorme et tu as saisi cette opportunité. Et je trouve ça génial. Et tu vois, vraiment d'un point de vue marketeur, je pense que c'est super smart de faire ça. Et il y a plein d'industries qui sont sous-exploitées aujourd'hui, je pense, plein d'autres. Et une question là-dessus, toi qui es un peu un spécialiste là-dessus, pourquoi en fait il y a beaucoup de boîtes qui font du contenu et en fait qui sont pas lues? C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression qu'ils font du contenu pour faire du contenu. Moi, j'en peux plus de ce que je lis. Merci de la confiance à ce client. Tu vois, il y a des espèces toujours les mêmes choses. Pourquoi, en fait, ils font du contenu pour faire du contenu et qu'est-ce qui fait qu'on lise pas leur contenu? Après, je pense qu'il faut regarder dans le contenu, c'est la durée de vie du contenu. Par exemple, un post LinkedIn, on sait que ça va durer 24-48 heures. A contrario, une vidéo YouTube, ça peut durer 10 ans. Donc, ça peut être intéressant de penser aussi en durée. Moi, j'ai toujours pensé dans le fait de capitaliser. Et capitaliser, pour moi, c'est créer du contenu qui va vivre dans le temps. Donc, créer un article de blog, par exemple, qui va se référencer dans Google, il peut durer 20 ans. Créer un podcast comme tu le fais, créer des vidéos, c'est des vidéos qui vont rester ancrées. Donc, je dirais qu'il faut avoir une stratégie globale. Si tu peux activer tous les leviers, c'est mieux. Alors, pourquoi il y a des contenus qui sont lus ou pas? Je pense qu'il y a de l'intelligence marketing derrière. Il y a des gens qui ont la sensibilité, l'empathie pour se mettre à la place de son audience et comprendre ce qui va marcher. Je pense que le bon hack, c'est de trouver son angle,
trouver un bon ton et savoir être authentique. Donc, faut pas avoir peur de parler de soi, faut pas avoir peur du regard des autres, faut un peu y aller, quoi. Du coup, si tu vas pas comme ça, t'as peu de chances que ça marche quand même. Et j'ai l'impression aussi qu'en fait, il faut créer de la valeur à son audience. Toi, tu le fais très bien parce que tu partages des conseils de ton secteur d'activité, etc., de manière d'ailleurs assez libre. Et on pourrait se poser la question, en fait, s'il n'y a pas un peu d'intelligence économique derrière ça, tu vois, on pourrait se dire, en fait, tu donnes des tips aussi à tes confrères, à tes concurrents, sur comment ça marche, comment il faut le faire, etc. Mais je crois aussi que si tu crées pas un peu de valeur dans ce que tu partages, en fait, globalement, en fait, t'es comme tous les autres, hein, non ? Ça me fait rire ce dont tu parles parce que j'ai toujours l'anecdote, de la personne qui veut pas partager du peur qu'on lui vole l'idée. Ouais, tout à fait. Ouais. Qui veut pas même à la fin. Et en fait, il a tellement peur qu'à la fin, il ose même pas envoyer une presse parce qu'il a peur qu'on lui vole la presse après. Donc en fait, à la fin, il n'est même plus en contact du marché parce que quoi qu'il fasse, il a l'impression qu'on va lui voler une idée. Tu vois, moi, par exemple, je vais partager des insights marketing. Allez, par exemple, je vais faire un post sur TikTok Shop, voilà comment ça marche. C'est pas parce que je parle de comment ça marche que demain l'annonceur va se dire je vais le faire moi-même. Au contraire, il va dire cette personne m'a fait découvrir TikTok Shop, il a l'air de bien s'y connaître, je vais faire appel à ses services. Donc vraiment là, si j'ai une recommandation à faire, c'est qu'il faut pas avoir peur de partager de la valeur. Toi, qui es un spécialiste de l'acquisition, combien tu as de nouveaux clients avec ton personal branding et avec ta présence sur les médias? Est-ce que ça, tu l'as mesuré? Alors en fait, moi, j'arrive pas à bien mesurer ça. Ce que je sais, c'est que Eskimos est la marque la plus tapée en France dans les agences de marketing digital. Donc ça, c'est aussi parce qu'on fait des actions marketing par ailleurs, mais je pense que le bruit que je fais sur les réseaux fonctionne aussi bien. Ensuite, je le mesure parce que j'ai des prises de leads. Moi, je vois le business un petit peu à l'ancienne, contrairement à pas mal de confrères. Donc, j'appelle encore mes clients, mes prospects, je vais rencontrer mes clients. Ça, je le fais à fond. Et donc, du coup, je pense que ça, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on a chez Eskimos. C'est que je suis au contact de mes clients. J'ai pas peur de les appeler si ça se passe mal, pour régler des situations. Et ça, je pense que c'est un peu ma patte, on va dire. Donc, je le mesure pas, effectivement, mais je sais que ça représente beaucoup d'argent. Si je devais te donner, je pense que ça représente plusieurs millions d'euros quand même par an. Je prends un exemple, tu sais, moi je fais de la croissance externe, je fais beaucoup de build-up. Grâce à ma présence sur les réseaux sociaux, ma présence dans les médias, etc. J'interviens comme expert BFM, business. J'ai le podcast Build dans lequel tu as accepté de venir aujourd'hui. Je prends la parole effectivement sur Instagram, sur LinkedIn et sur TikTok. Et en fait, aujourd'hui, j'ai des entreprises qui voudraient rejoindre le groupe, qui m'ont connu à travers mes réseaux sociaux et qui en fait, je pense sans ça, m'aurait pas généré ce lead entrant. Je serais peut-être allé les chercher un jour, hein. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que c'est véritablement efficace. Et si une seule des opérations de build-up, je la fais à travers ça, j'ai rentabilisé quasiment mon année complète d'investissement en termes de temps et financier sur la prise de parole. Tu vois, moi, j'arrive à mesurer aujourd'hui un petit peu, alors, peut-être pas assez dans le détail, mais en tout cas, tu vois, de manière un peu archaïque, en fait, ça marche, mais ça marche hyper fort. Mais évidemment, en fait, les gens ne mesurent pas les effets collatéraux du personal branding. Les effets collatéraux, ça va être quoi? Ça va être une bonne marque employeur aussi, parce que tu peux parler de tes valeurs et donc du coup, tu as plein de gens qui vont vouloir rejoindre ton groupe. Demain, tu vas être sur une croissance externe, tu vas être en concurrence avec 2 autres sociétés. Sauf que les 2 autres sociétés, tu n'en as jamais entendu parler, tu ne sais pas ce qu'ils font, tu ne sais pas qui y a derrière, tu ne sais pas ce que ça représente, donc les entrepreneurs ne se projettent pas. Nous, on a racheté plein de sociétés parce que les gens aussi me connaissaient, j'avais pris des cafés avec eux grâce au personal branding, qu'on s'entendait super bien, il y avait un fit et du coup ça s'est fait, donc un petit peu comme toi. Le personal branding, c'est le fait d'être identifié sur un marché, donc du coup d'être dans pas mal d'appels d'offres. Il y a 1001 bénéfices à faire du personal branding et en 2025 aujourd'hui, si tu es entrepreneur et que tu passes à côté du personal branding, tu n'as pas saisi le monde dans lequel on était, je pense. Je reviens sur l'histoire d'Eskimos. Toi, tu défendais effectivement le fait de pouvoir construire une entreprise tout seul, sans lever des fonds. Le bootstrap, on appelle ça le bootstrap. Ouais. Voilà, tout à fait. C'est à la mode. Ouais, complètement. J'ai reçu ici Wilfried Garnier qui fait partie du Bootstrap Club aussi. Et est-ce que c'est tricher aujourd'hui, Andrea, de faire rentrer à ton capital un fonds d'investissement, même si c'est pas lever des fonds, parce que quelque part c'est dilutif, puisque toi tu perds du capital, puisque tu leur en cèdes. Est-ce que c'est pas quelque part un peu tricher dans cette logique de bootstrap, de faire rentrer en fait un fonds au capital Eskimos? En fait, le problème du bootstrapping, je sais pas si c'est le problème, c'est qu'en fait, le bootstrapping, c'est que tu as 99,9% de ton patrimoine dans ta boîte et 0,01% en perso. Donc généralement, tu vis dans un petit appartement, tu ne te payes pas un gros salaire parce que tu capitalises dans ta boîte, mais ta boîte vaut des dizaines de millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros. Et donc du coup, à un moment donné, tu te poses la question, tu te dis... alors souvent, les bootstrappers sont un peu fous parce qu'ils sont un peu... Tu vois, faut être un peu tête brûlée pour arriver à ces niveaux-là sans avoir fait de cash out. Mais à un moment donné, en termes de risk management... Si t'es pas complètement con, tu vois, tu prends un peu d'argent parce qu'on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc non, c'est pas tricher parce qu'en soi,
De toute manière, l'idée, c'est pas d'opposer les gens qui lèvent des fonds à du bootstrapping, hein, donc il n'y a pas de question de tricher ou de pas tricher. Pourquoi tu l'as fait? Alors moi, je l'ai fait justement, comme je te l'ai dit, pour faire du cash out. Ok. Parce qu'en fait, de mes 16 ans à mes 34 ans, donc pendant 18 ans, j'ai vécu dans 40 mètres carrés et j'étais très content. C'était pas une petite surface pour moi, au contraire. J'étais très content. Je me payais autour de 50, 60 000 euros annuels. Mais tout ça, ça a duré 18 ans quand même. Donc tu vois, ça a été long. Alors avant, j'étais encore étudiant, mais après, quand j'ai lancé ma boîte. Et donc à un moment donné, j'ai juste craqué. Il y a une société, un gros groupe français qui est venu me voir, qui m'a fait une grosse offre. J'avais 100% de ma boîte. Et cette grosse offre m'a un petit peu mis à l'eau à la bouche. C'était quoi le montant de cette grosse offre? Je l'ai déjà Tu le communiqué. partages, On m'a ouais. proposé 30 millions d'euros Ok. net à 29 ans. Quand tu as 29 ans et qu'on te propose une telle somme, tu prends un peu le temps de réfléchir, même si tu n'avais pas prévu de faire ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mandaté un banquier d'affaires quand même pour aller voir un petit peu le tour de marché. J'ai eu d'autres offres de d'autres grands groupes. Et là, j'ai découvert le LBO que je connaissais pas du tout. Et donc, du coup, on m'a dit que c'était un peu un mix. On m'a proposé un peu un mix. Et donc, du coup, on m'a dit, tu as la possibilité de continuer de développer ta boîte et en plus de faire du cash out. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu autour de 30% de ma société à ce moment-là. Quelques années plus tard, à mes 34 ans, on m'a proposé un deuxième LBO du coup. Là, on m'a proposé de prendre 100 millions d'euros. Ok. Net, toujours, dans ma poche. J'ai encore refusé. Et aujourd'hui, avec le management, on a à peu près 80% de la structure. Donc, avec le LBO, j'ai encore remonté ma participation dans le groupe. Donc, voilà, est-ce qu'on a triché ou pas dans le fait de faire entrer un fonds? Je pense pas. Le fonds nous accompagne aujourd'hui à bien structurer les croissances externes, à développer la boîte et on est très content. LBO, pour que tout le monde comprenne, en fait, c'est leverage buyout. En fait, c'est un moyen, c'est un effet de levier. C'est effectivement, en fait, quelqu'un qui va prendre des parts dans ton capital, dans lequel tu vas rembourser ton capital au fur et à mesure de la vie de l'entreprise par rapport à ce que tu gagnes et qui va sortir à un moment avec une date qui est définie, d'ailleurs, normalement dans un pacte d'actionnaires et qui doit sortir dans tous les cas à un moment donné. En tout cas, toi, tu n'as pas fait du capital risk, tu as fait ce qu'on appelle du private equity. Donc, c'est ça. Hein. Exactement. C'est effectivement, c'est le fait de céder une partie de son capital de sa boîte. Moi, je connais bien le sujet. J'ai fait rentrer un fonds au capital de mon groupe, pareil, un fonds de private equity dans une logique de transmission pour que je puisse reprendre quasiment 100% de mon groupe. Aujourd'hui, je détiens 98% de mon groupe. Et donc, moi, j'ai fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais besoin d'eux pour que, justement, je puisse faire l'acquisition de nouvelles parts du groupe pour justement que je puisse le détenir à 100%. Et donc, tu as fait rentrer 6 parex à ton capital. Aujourd'hui, en fait, comment on choisit un bon fonds de private equity? Et quels ont été les éléments décisifs pour toi pour choisir Ciparex plutôt qu'un autre fonds? Alors moi, le premier choix, c'est l'équipe avec qui je vais pouvoir le mieux bosser, qui va pouvoir le mieux m'accompagner dans le développement de ma boîte. Ça, c'est le critère numéro 1. Même, j'ai envie de te dire, qui compte pour presque 100%. Il faut être pragmatique, tu vois. Et j'ajouterais à ça peut-être le fit humain avec les équipes. Moi, j'ai choisi Ciparex parce que du coup, c'est un gros fonds. Il gère quand même plus de 4 milliards d'actifs. C'est un des plus gros fonds d'ailleurs. Je crois que c'est un des plus gros fonds français en tout cas. Français, ouais. Et donc, du coup, ils ont des équipes opérationnelles qui vont pouvoir travailler sur ton projet, donc qui sont mis à disposition, qui vont pouvoir t'aider à découvrir des cibles pour faire de la croissance externe, te faire des recommandations stratégiques pour développer ta boîte. Donc, moi, je les ai choisis parce que, tu vois, aujourd'hui, chez Ciparex, j'ai à peu près 5-6 personnes chez Ciparex qui m'accompagnent au quotidien pour développer ma boîte. Donc, tu vois, ça, c'est un luxe. Il y a plein de fonds où tu as juste une personne qui est un directeur des participations, on va appeler ça comme ça, qui te gère, mais tu vois, tu n'as pas forcément d'équipe qu'on appelle des operating partners. Donc voilà, vraiment 100%, je dirais, à quel point je vais avoir une équipe qui va m'accompagner dans le développement de ma boîte, qui vont réussir à bien me coacher et bien me challenger pour faire un maximum de croissance. Et qu'est-ce que tu leur dois aujourd'hui? Sur quoi tu t'es engagé avec eux? Il y a une chose qui est très importante qu'il faut rappeler quand on fait ces opérations-là, c'est qu'effectivement, il y a un pacte d'actionnaires qui doit être bien monté pour effectivement défendre les intérêts du management qui est en place et du dirigeant qui est actionnaire, parce que c'est pas parce qu'ils sont parfois minoritaires à ton capital qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir dans ta boîte. Toi, aujourd'hui, c'est quoi les frontières que tu n'as pas voulu franchir par rapport à ça? Et dans ton pacte d'actionnaires, même si c'est des sujets qui sont confidentiels, quels sont les sujets sur lesquels tu as été vigilant? Moi, quand je fais rentrer des investisseurs, déjà, j'en suis toujours reconnaissant parce que j'oublie jamais le fait que c'est comme des gens qui ont cru en toi. Même quand tu as du monde autour de la table, c'est quand même eux qui décident d'investir. Voilà, moi, j'aurais toujours un respect éternel, quelle que soit la relation que j'ai. Ça, c'est un truc que je pense que les gens peuvent oublier aussi. Parfois, dans des startups, tu vois, ils lèvent des fonds, tu investis dedans, mais on dirait que limite, ça leur est dû, tu vois. Alors que c'est la sueur de ton front, etc. Donc, moi, je fais pas partie de cette école. Je suis la vieille école. Mon objectif principal, ce que je leur dois pour moi, c'est un maximum de croissance et le plus gros retour sur investissement possible. Je veux leur faire gagner un maximum de pognon. C'est ça mon objectif. Tu es aussi investisseur, tu investis dans des entreprises. Aujourd'hui, tu as monté une équipe pour ça. J'ai vu là récemment que tu recrutais quelqu'un pour effectivement accompagner ces investissements. Donc, c'est quelque part une forme de nouveau métier pour toi. C'est-à-dire que si on embauche une équipe, ça veut dire que c'est quelque chose que tu as envie de développer de manière professionnelle. Très différent quand on fait des choses individuellement, etc., quand on monte une équipe. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi les clés pour commencer à investir?
quel que soit le type de boîte, en seed, en pré-seed, en early stage, etc. C'est quoi les clés? Je pense que tout le monde te répondra la même chose là-dessus pour ceux qui ont l'habitude, c'est l'équipe. Parce que tu sais que le projet va pivoter 1000 fois, que le BP va être revu 1000 fois, que tout va changer tout le temps, surtout quand tu démarres. Donc vraiment l'équipe, parce que l'équipe, c'est à quel point elle va savoir s'adapter, elle va pouvoir évoluer avec le projet, à quel point elle est résiliente. Donc franchement, l'équipe, ça fait quand même une grande partie. Après, moi, comme je te l'ai dit, je suis un grand technophile. C'est le mot soutenu de geek. Moi, je me considère comme un geek, mais dans les podcasts, c'est mieux de dire technophile. Et donc, du coup, j'aime bien aller sur des projets avec une technologie assez poussée, assez disruptive. Okay. Je me suis beaucoup intéressé à la blockchain, au Web3. Je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle. Et donc, effectivement, je lance un fonds qui va s'appeler 199. Et en fait, on va avoir une thèse très spécifique. On va être le premier fonds de VC qui va accompagner les entreprises à se structurer d'un point de vue marketing. Il y a une stat de la BPI. 80% des startups ne font pas du marketing une priorité stratégique. Donc moi, je vais être le premier fonds qui va apporter cette expertise stratégique à ces startups et les sensibiliser. Parce que souvent, en fait, c'est des ingénieurs qui ont la tête super bien faite, qui sont très bons, mais qui n'ont pas forcément la sensibilité du marketing, du personal branding. Donc moi, je vais aller les emmener sur des podcasts, sur le mien par exemple. Je vais leur mettre des outils d'attribution en place pour bien piloter leur acquisition. Je vais mettre des systèmes de tracking en place pour être sûr qu'ils pilotent bien leur coût d'acquisition. Donc, je vais vraiment leur mettre une structure marketing plus que puissante, avec Eskimos notamment. Je pense qu'une entreprise, une startup qui sait donner le ton, qui a un super branding, qui a des assets marketing puissants, ça peut vraiment changer la donne. La baseline de notre fonds, ça va être The First VC with a Marketing Expertise. Tu nous l'as fait en français, Andrea ? Le premier VC avec une expertise marketing. C'est une exclue qu'on fait sur le podcast. Super, merci Andrea. Donc voilà, le fonds s'appellera donc 199 et on va accompagner les boîtes du coup. Donc on va investir dans des boîtes technologiques et les accompagner à structurer leur stratégie de marketing. Je trouve très intéressant ce que tu dis et ce que tu fais. Pourquoi je trouve ça intéressant ? Parce que je trouve que tu es aligné en fait. Et tu t'alignes systématiquement tes intérêts. Je trouve ça très très intéressant en fait d'avoir cette logique de galaxie qui aligne les intérêts en fait de tout ce que tu fais. Et je trouve que c'est un peu une clé en fait de la réussite, c'est qu'en fait quand on fait des choses qui sont alignées avec ton domaine d'expertise, tes compétences et qu'en fait tout le monde gagne de manière alignée, normalement en fait ça fonctionne. Je pense qu'effectivement il faut être cohérent. Moi mon objectif c'est vraiment d'apporter de la smart money, donc c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à réussir. Mais c'est effectivement intéressant de mettre du sens dans ce que tu fais. Tu vois, moi j'ai une expertise marketing. J'allais pas aider les entrepreneurs peut-être à faire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec mon expertise, tu vois. Ouais, complètement, je comprends parfaitement ça. Je voulais un peu te provoquer un peu quand même, Andrea, parce que je t'ai entendu dire beaucoup qu'en fait, tu étais un maker, tu faisais les choses, et d'ailleurs, tu l'as dit, je suis un geek, j'appelle mes clients. En fait, en vrai, au quotidien, est-ce que encore tu as les mains dans le moteur ou en fait pas du tout et que tu t'occupes de piloter tes investissements justement avec ce nouveau fonds que tu montes et effectivement de regarder les tableaux de reporting sur ton bureau chaque semaine de tes filiales ? C'est une super question. Merci de me la poser parce que franchement, effectivement, on peut toujours se demander entre l'opérationnel et le stratégique. J'ai l'impression que moi, ce qui me fait kiffer, c'est l'opérationnel et j'arrive pas à m'enlever de ça et c'est ta nature qui reprend le dessus. Aujourd'hui, je pourrais regarder mes tableaux de bord et piloter comme ça, mais c'est pas ce qui me fait le plus kiffer ou plaisir. Moi, ce que j'aime, c'est le terrain, aller rencontrer des gens, aller voir des prospects, appeler des prospects, développer des nouveaux outils. Tu vois, sur mon temps libre, je développe des outils qui me permettent d'optimiser certaines choses. Ça me passionne plus de faire ça que de regarder mes tableaux de bord. Donc, non, je dirais que j'aime bien le terrain quand même. Tu parles de croissance là à l'instant. Le podcast, il s'appelle Build. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à tout le monde que si vous aimez cet épisode et si vous voulez qu'on continue d'avoir des super invités, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager l'épisode. On parlait de... Putain, je me permets de te couper sur ça, mais ça, c'est fou. Sur mon podcast, j'ai regardé les stats il n'y a pas longtemps et tu peux voir les gens qui regardent ton contenu qui ne sont pas abonnés. Ah ouais. Et la stat, tu iras voir dans YouTube. Moi, c'est 99, je sais plus combien, genre 5% qui regardent mes vidéos YouTube et qui sont pas abonnés à ma chaîne. Mais en fait, de manière plus globale sur les réseaux sociaux, ça pose des gros soucis. Par exemple, sur Instagram, les gens ne likent plus les posts. Ouais, tout à fait. Genre, c'est gratuit de liker un post. Enfin, je rappelle ça souvent. Mais c'est ça. En fait, c'est gratuit. Et en fait, tu te rends compte que plus personne ne like. Et en fait, du coup, ça commence comment ? L'autre veut pas liker le post de ton pote. Mais du coup, ton pote, vu que tu l'as pas liké, bah, il ne veut plus te liker. Et en fait, tout le monde est dans cette espèce de bulle, plus personne se like. Mais en fait, je sais pas si tu as vu, Instagram voulait faire disparaître à un moment donné la visibilité des likes. X, anciennement Twitter et anciennement Pensa en ce moment,
en fait, ça fout le bordel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les algorithmes vont travailler sur le niveau d'engagement qu'il y a sur les posts, donc le temps passé sur les posts, plus que sur la métrique des likes ou des commentaires, parce que les gens ne réagissent plus. Et tu as raison, je pense que c'est la bonne punchline à avoir. C'est gratuit de liker les posts des gens qu'on voit. On essaie de faire du contenu, on essaie de créer de la valeur. Enfin, ça coûte rien. Mais moi, sur LinkedIn, parfois, je fais des posts de ouf qui me prennent énormément de temps à écrire. Ça fait genre 100 000 vues. Tu as genre 200 likes. Mais en réalité, 100 000 vues, si les gens likaient vraiment, tu pourrais en avoir au moins 3-4 000, je pense. Entièrement d'accord avec toi. Là, récemment, on en parlait avec Méline justement hier. J'ai eu une vidéo en fait qui a fait 200 000 vues sur LinkedIn. Tu sais, on essaye maintenant un peu d'opérer un peu plus de vidéos sur LinkedIn parce que c'est un sujet qu'ils veulent aussi développer. Et donc du coup, on a 200 000 vues sur cette vidéo avec un super watch time, un truc incroyable. Tu vois, on a l'impression que les gens restent quasiment jusqu'au bout de la vidéo. Et en fait, c'est une vidéo qui a 150, 200 interactions maximum. Tu vois, de likes, c'est incroyable. Ce qui est fou, c'est que les gens n'interagissent plus. Et en fait, ça fout le bordel aujourd'hui sur les plateformes. Je suis d'accord, parce que du coup, il n'y a plus grand-chose en dessous des posts, on va dire. Toi, tu montres l'exemple en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait, on te voit aussi beaucoup commenter, en fait, un réseau social, il faut pas oublier de le dire, qu'en fait, c'est comme dans la vraie vie, sauf qu'en fait, c'est notre nous digital, et qu'en fait, dans la vraie vie, quand on croise quelqu'un, on lui dit bonjour. Quand on échange avec quelqu'un, en fait, on peut lui dire que c'est bien. On peut partager aussi en disant, j'ai rencontré Andrea Ben Saïd là dans mon podcast, c'était génial. Donc en vrai, on partage, on like, on échange. C'est ça un réseau social. Je pense qu'il faut être ouvert. Et moi, j'ai une petite anecdote qui va te plaire, enfin une punchline marrante. T'as des gens sur LinkedIn, quand ils ne te connaissent pas, ils ne t'acceptent pas en ami. C'est vrai. Et en fait, ces mêmes personnes-là, c'est ces personnes qui n'aidaient pas, leurs amis pendant les révisions. Ouais, complètement, entièrement d'accord. Tu vois, c'est ce genre de personnes, en fait, ils sont pas ouvertes, quoi. Qui mettaient sur leur classeur, tu sais, au milieu de la table. Voilà. Tu vois, pendant les cours, je suis d'accord avec toi. C'est pas parce que tu ne connais pas que tu peux pas rester ouvert à peut-être un échange. Tu peux avoir de belles rencontres parce que tu le connais pas, que c'est pas forcément une belle personne ou une belle rencontre. On parlait de croissance à l'instant. En fait, ça donne l'impression que depuis le départ de ta vie professionnelle, d'ailleurs, c'est 2 000 € que tu mets sur la table, on t'en parlait tout à l'heure au début, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise avec une grosse valorisation. D'ailleurs, bravo pour ça, Andrea. Il faut plus de modèles comme toi, en fait, qui partent avec pas grand-chose, arrivent à faire des success stories incroyables. Il faut montrer que c'est possible. Donc, ça, c'est génial que tu puisses partager ça. Mais est-ce que tu as eu des moments où c'était vraiment, vraiment difficile? Parce que là, dans ton histoire, on a l'impression qu'en fait, c'est une espèce de success story. En fait, t'enchaînes les succès. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles que tu pourrais nous partager, en fait, qui ont été aussi une forme d'apprentissage pour toi? Là, j'ai mis du gel aujourd'hui, ça se voit pas, mais j'ai quelques cheveux blancs. Et je me rappelle, à un moment donné, j'ai eu un tel pic de stress que genre, j'ai la moitié de mes cheveux qui sont devenus blancs. Enfin, en tout cas, j'en ai eu beaucoup en genre 6 mois. Okay. Donc, il y a une vraie corrélation entre le stress, je pense, et les cheveux blancs. C'est un parcours du combattant. Moi, je dis toujours que je suis un marathonien. Ça fait 15 ans et je serai encore là dans 15 ans. Okay. Et moi, ma compétence, c'est de tenir dans la durée, d'être résilient, versus des start-upers qui veulent faire des sprints, qui te parlent déjà de la revente sur leur première levée de fonds. Ça me paraît un peu aberrant. Pour moi, l'entreprise, c'est l'histoire d'une vie, c'est le prolongement de toi-même. Moi, je le dis souvent, en fait, aux dirigeants de mon groupe. Je leur dis, en fait, moi, je suis là pendant longtemps et on ne prend pas les mêmes décisions quand on s'inscrit dans la durée que quand on a une volonté d'exit dans 2, 3, 4 ans parce qu'il y a un fonds qui va pousser à la sortie, etc. et qu'il faut valoriser beaucoup d'argent. Et moi, je veux construire une boîte qui me dépasse. Je veux construire une belle boîte européenne. Je ne veux pas construire forcément la plus grosse, mais je veux construire en fait la plus belle boîte qui existe dans le monde du BTP. J'aimerais être le meilleur CEO d'une boîte de BTP européenne, tu vois. Et que en fait, je pense que mes décisions, je les prends pas de la même manière si je devais faire un exit dans 2 ou 3 ans, tu vois. Toi, tu as la volonté de faire 1 milliard d'euros, tu le dis, que c'est tes projets, t'aimerais pouvoir faire ça. Moi, j'ai posté ce matin sur LinkedIn justement sur le fait que je serai jamais une licorne et sur le fait que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire d'être forcément dans une logique de chiffres. Pourquoi viser cet objectif d'1 milliard? Parce que tu veux montrer que c'est possible. Quel est l'objectif autour de ça? Déjà, je veux montrer que c'est possible aux jeunes. Je veux dire à tous les jeunes qui nous écoutent, tu vois, que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément lever beaucoup de fonds, faire quelque chose d'explosif. C'est peut-être investir 1 000 €, 2 000 €, développer son site internet, y aller progressivement. Moi, je veux être le symbole un petit peu de l'entrepreneuriat dans la durée, de voir l'entrepreneuriat plus en mode fourmi. Ensuite, mon objectif, effectivement, c'est de faire l'une des plus grosses sociétés européennes technologiques. Je pense que c'est vraiment possible et qu'on a toutes les armes pour le faire. Maintenant qu'on est rentable, que j'ai mon pôle R&D, on a les reins assez solides pour développer des technologies assez puissantes pour devenir vraiment un gros groupe européen et devenir aussi un symbole européen. T'es resté sur mon ancien objectif. L'ancien objectif, c'était de faire plus d'1 milliard. Et aujourd'hui, je suis passé à plusieurs milliards. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, l'ambition, elle se nourrit avec le temps, elle évolue tout le temps. Je suis d'accord. Et en fait, on m'a répété toute ma vie que j'étais naïf. Et alors moi, je suis super content quand on me dit que je suis naïf. Je pense que c'est une énorme qualité. Je pense qu'il y a les naïfs et puis d'un autre côté, il y a peut-être les pessimistes. Et je pense que c'est très important d'être naïf quand on est entrepreneur. Je me rappelle, un jour, on était 15. J'ai pitché à tous les gens dans ma boîte.
et je leur disais, vous voyez là, vous voyez 15 personnes, moi j'en vois 50. Et ça avait fait rire tout le monde avait rigolé. Et moi je rigolais pas du tout dans ma tête, j'étais sérieux, je voyais vraiment 50 personnes. J'y étais déjà. On a rigolé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui on est plus de 250. Et aujourd'hui quand je parle d'1 milliard, il y a encore des gens qui rigolent. Moi je rigole pas du tout par rapport à ça, je voulais juste comprendre. Je trouve ça... Je trouve que c'est un objectif, quel que soit l'objectif, en tout cas, déjà, c'est beaucoup plus efficace de s'en fixer un, parce qu'on a plus de chances de l'atteindre que si on se fixe pas d'objectif, on est sûr d'atteindre rien du tout. Donc là-dessus, ça, c'est la première chose. Mais si tu veux, ça donne l'impression qu'en fait, tu prends quand même à contre-pied ce monde des startups que moi, je connais pas du tout. Hein. Et justement, je trouve qu'il est intéressant dans ton discours, c'est qu'effectivement, tu prends complètement le contre-pied de ce monde de startup en disant, globalement, moi, je vais le faire sans lever des fonds de manière complètement incroyable. Je veux construire quelque chose, faire de la croissance durable. Je trouve que ça, c'est extrêmement positif. Mais malgré tout, ça donne l'impression que tu es obligé de reprendre quand même un peu les codes de la startup pour quand même exister dans cet univers. Et c'est pour ça que je voulais t'interroger sur ce truc du milliard. Je me suis dit, en fait, est-ce que c'est pas quelque part, en fait, une réminiscence de ce qu'on dit dans les startups, c'est-à-dire vouloir faire la licorne absolument à tout prix. C'est là la clé de la réussite, c'est quand on a fait la licorne. Il y a du vrai et du faux, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est marrant parce que moi je considère Eskimos comme une startup parce qu'elle a tous les codes d'une startup, aussi bien dans sa croissance que dans le fait qu'elle développe de la technologie vraiment maison, ce qui crée des grosses barrières à l'entrée. Et puis même la startup dans le terme dans la culture de l'entreprise, on a toujours eu ces codes-là. Et c'est vrai qu'en même temps, on prend un contre-pied parce que moi quand je prends la parole, je dis pensez votre entreprise sur 50 ans et non pas sur 2-3 ans. Donc quand je dis ça, concrètement, je prends un gros contre-pied des startups. Je dis aussi que les choses les plus solides peuvent se construire dans la durée. C'est vrai que j'envoie un signal un peu contraire parce que les VC, quand ils investissent, ils veulent de la grosse croissance très vite. Donc je prends un petit peu un contre-pied, mais en même temps, pour moi, on a les mêmes codes. Donc tu vois, quand je parle à plein de copains qui ont des startups, pour moi, on parle un peu d'égal à égal, on parle d'un petit peu le même langage. Pour moi, Eskimos est une startup. Par contre, je vais être le symbole de commencer petit. Tu vois, par moi, j'ai pas peur d'avoir des petits objectifs, d'y aller petit à petit, de mettre brique par brique, d'être en mode fourmi. Et je pense que le vrai entrepreneuriat, c'est ça. Et je voudrais reconnecter un petit peu tous les gens qui se lancent à ça, parce que je pense que ça peut leur servir de penser leur boîte sur 50 ans. Si aujourd'hui, il y avait un jeune entrepreneur qui venait te voir, tu me disais que tu étais passionné d'entrepreneuriat et qui voudrait justement en fait, fonctionner, en tout cas exploser dans le marketing digital, etc. Ça serait quoi le conseil que tu lui donnerais? Alors, j'ai compris que tu disais... pense ta boîte dans 50 ans, ça c'est la première chose. C'est quoi le deuxième conseil que tu pourrais lui donner pour qu'il fonctionne vraiment bien, tout de suite, from scratch? Je dirais, n'aie pas peur de commencer petit et sois au contact du marché, dans le sens où faut pas avoir peur du regard des autres si ça prend du temps à se développer. Moi, je suis resté 5 ans freelance. Les choses prennent du temps. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. En fait, aujourd'hui, tout va vite, les contenus, tout, le temps d'attention baisse, on veut toujours que tout soit vite, société de consommation. Il faut s'extirper de ça et faire un projet qui te plaît, qui te passionne, mais prendre le temps. Et deuxième conseil, vraiment être au contact des clients, tout de suite aller rencontrer les gens dans ton marché et rencontrer un max de monde. Le réseau, c'est aussi important. Pas rester caché derrière son ordinateur. Moi, je suis un passionné de croissance. Alors, la croissance sous toutes ses formes, c'est-à-dire la progression personnelle, la progression de sa boîte, la croissance, etc. On va en parler juste maintenant, effectivement, de croissance organique. Et puis aussi, comment on fait progresser ses équipes. J'aimerais qu'on développe un peu ces 3 sujets avec toi, si tu es OK. Bien sûr, aujourd'hui, tu te développes à l'international, en tout cas aux portes de la France, en tout cas en dehors des frontières françaises. Tu es présent en Espagne, tu es présent, on le disait, en Angleterre, en Italie et en Allemagne. C'est un nouveau métier de faire de la croissance externe. C'est un vrai métier. Comment tu t'y prends et comment en fait t'intègres les nouvelles entreprises qui te rejoignent, parce qu'il y a des vrais sujets de culture, on en parlait tout à l'heure. Donc comment tu fais ça et qu'est-ce qui t'a poussé de faire ça en Espagne, c'est-à-dire de monter une agence et de faire de l'acquisition par exemple en Allemagne? Moi, la valeur de construire, elle est dans mon système de valeur le plus profond. Construire, c'est ce qui m'anime au quotidien. J'adore construire des choses, un podcast, un fonds d'investissement, Eskimos. Et donc, du coup, aller à l'étranger, c'est continuer de construire. C'est comme dans Age of Empires, tu as ta base et tu en construis d'autres. D'ailleurs, en France, on a construit d'autres bases. On a une base à Lille, à Bordeaux et à Lyon. Cette expansion, ces croissances externes, c'est toujours en lien avec ce sentiment de construire. J'y suis pas allé parce qu'il fallait y aller, c'est que c'est dans mon système de valeurs. Comment techniquement tu t'y es pris? C'est-à-dire que tu as ciblé en fait quelles pouvaient être les meilleures cibles du secteur. Comment tu as fait techniquement pour aller cibler l'entreprise que tu as rachetée par exemple en Allemagne? Alors on a une particularité, c'est qu'on va screener les boîtes nous-mêmes. On passe jamais par un intermédiaire. Un intermédiaire, pardon, c'est bien ça, ou une banque d'affaires quoi. Ouais. Donc on y va nous-mêmes. Et dans mon côté un peu terrain, pareil, on prend le train, on prend l'avion. Et en fait, aujourd'hui, je suis la seule agence de marketing digital en France qui est allée dans ces pays racheter des sociétés. Ok. Je suis la seule.
Et donc, du coup, Et aujourd'hui, c'était quoi la taille, par exemple, en Allemagne, de la boîte que tu as reprise? en Allemagne, une 50aine de personnes, 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah ouais, quand même. On est déjà sur des choses qui sont solides. On Ouais. est déjà sur des grosses boîtes. Ouais. En Ouais, plus, ouais. ils avaient une forte rentabilité parce qu'ils avaient des gros process. À l'allemande, ils sont très rigoureux et ça fonctionne bien. Mais donc, du coup, là, ces 3 dernières années, on a fait que ça, prendre le train pour aller rencontrer des entrepreneurs. Et on cherche des sociétés, du coup, qui vont coller à notre culture, tout simplement. Cette croissance internationale, ça alimente beaucoup ma valeur de l'ouverture. Voilà, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Et surtout à l'international, c'est génial quand on fait des points annuels. Il y a des Allemands, il y a des Espagnols, il y a des Anglais. Et du coup, on mélange tout ça. Et ça crée franchement des super moments. Est-ce que ton ouverture du capital au management, c'est parce que quand tu as repris ces entreprises-là, les dirigeants sont restés et que du coup, ils ont accédé au capital du groupe, c'est ça? Ouais, ils sont toujours restés, Ok, effectivement. d'accord. Ils continuent de développer dans le groupe. Donc souvent, ils sont associés dans la holding qui détient... Aujourd'hui, on a 10 entités dans le groupe à peu près. Ok. Donc, encore une fois, tu as aligné les intérêts de tout le monde. Exactement, on a aligné les intérêts de tout le monde. Donc, tu as des dirigeants, par exemple, chez toi, qui sont peut-être facialement plus riches que toi en termes de liquidité, parce que tu leur as payé du cash, et Ouais, qui ont aussi des parts de ta boîte. Effectivement, c'est une bonne analyse, et qui sont associés effectivement dans le groupe. Donc aujourd'hui, on a plus de 40 associés dans le groupe. Donc, on a parlé de cette histoire de croissance organique, alors de croissance externe, pardon. La croissance organique, on sait que tu maîtrises ça parfaitement du fait de ton super pouvoir en fait du marketing et effectivement de l'acquisition digitale. Comment toi tu progresses dans ton quotidien? Comment toi tu fais en sorte d'être plus performant? Comment tu fais en sorte en fait de continuer à apprendre de nouvelles choses, etc. C'est quoi tes tips du quotidien pour ça? Alors je dirais une veille marketing vraiment en permanence, voir ce qui se passe, voir les parts de marché de Google, de Search GPT, Chat GPT, les nouveaux produits d'Amazon, rencontrer d'autres entrepreneurs comme on peut le faire aujourd'hui et je m'enrichis vraiment au contact des autres. Et puis après, je fais plein d'autres choses et c'est en construisant que je m'enrichis. Donc là, j'ai mon podcast, Little Big Things. J'ai écrit un premier livre sur le SEO pour tous les gens qui n'avaient pas les moyens vraiment de travailler avec Eskimos, qui puissent acheter ce livre. C'est un gros livre et en gros, si tu le lis potentiellement, tu es capable de créer ton site WordPress, ton site PrestaShop, Super intéressant. ton framework, ton Webflow pour te référencer toi-même. Donc tu vois, j'ai une vraie passion et c'est en construisant des projets, en lançant des projets que je m'enrichis et en rencontrant des personnes. Donc quand même, je fais beaucoup de rendez-vous toutes les semaines. Et comment tu fais progresser tes équipes? Des plans de formation en interne. On a des formations toutes les semaines. Ça peut aller jusqu'à 2-3 par semaine par métier. Et donc dès qu'il y a une nouveauté, une spécificité, on crée un workshop, les gens s'inscrivent et après on met plein de choses en place. Du coaching qui est mis à disposition de nos collaborateurs. En fait, on essaie d'innover. C'est pour ça que pour moi, on est une startup. On a plein de choses en place qui permettent de t'épanouir aussi dans ton travail au quotidien. C'était un des derniers sujets que je voulais aborder avec toi. C'était aussi de parler du recrutement parce qu'en fait, tu es dans un secteur où en fait, il y a une grosse tension sur le recrutement. Et en fait, cette tension qu'il y a sur le recrutement, aujourd'hui, comment toi, tu arrives à faire en sorte d'en faire une force? Comment tu recrutes les bonnes personnes? Est-ce que tu veux les payer très, très cher? Comment tu fais? Alors, 2 choses. On a une super marque employeur. Du coup, on peut attirer vraiment les talents et les gens sont contents de venir travailler chez Eskimos parce qu'on est reconnu pour notre expertise. C'est un peu comme dans les grands cabinets, tu vois, tu es content notamment de pouvoir mettre sur ton CV EY, par exemple. Je pense que dans le marketing digital, les gens sont contents de nous rejoindre parce qu'on a une bonne marque employeur. Et la deuxième chose, c'est qu'on met En fait, moi, mon objectif, c'est de mettre un confort absolu pour mes collaborateurs pour qu'ils aient plus envie de partir. C'est ça. Ça passe par quoi? Toutes les tâches qui sont chiantes, leur mettre des outils qui vont les faire à leur place, avoir une fluidité dans la relation pour, par exemple, demander une augmentation, avoir des points biannuels, avoir accès à des offres comme par exemple Gymlib pour aller faire du sport. Le confort, ça passe par 1001 choses. Mais à la fin, il faut qu'ils se sentent bien. Le meilleur moyen que quelqu'un se sente vraiment responsable et bien dans ce qu'il fait, c'est qu'il se sente libre. Donc je pense que c'est ça l'une de nos valeurs. On arrive à ce que les gens se sentent libres. Il y a une continuité entre notre marque employeur, ce qu'on voit sur les réseaux, et ce qui se passe en interne. Je me suis rendu compte que passé un temps, en fait, je recrutais pas les bonnes personnes parce que justement, on voyait notre métier comme on est l'entreprise qui sauve Notre-Dame et qui participe à la reconstruire. On est l'entreprise en fait qui fait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On est l'entreprise en fait qui intervient sur la Tour Eiffel, etc. Enfin, tu vois, des choses assez extraordinaires. Et en fait, les gens nous rejoignaient pour des mauvaises raisons, en imaginant qu'ils allaient être sur ces opérations-là, sans considérer que c'était extrêmement difficile. Et donc, du coup, en fait, je crois qu'on a remis le curseur au bon endroit, tu vois, sur le recrutement. Parce que parfois, on renvoyait une image qui était que trop positive, tu vois. Évidemment. Et les mecs, on se trompait. Les gens qui venaient chez nous, en fait, ils disaient « Putain, ça va être génial, en fait. On va être sur les plus beaux chantiers. » Mais sans se rendre compte que derrière, il y avait tout un job à faire qui était... Moi, je déteste le snobisme aussi. C'est-à-dire que
Il n'y a pas de petits clients. Tous les clients sont sur un pied d'égalité. Tu dois mettre la même intensité, quelle que soit la marque, quelle que soit l'industrie. On va communiquer sur des marques que les gens connaissent. Mais évidemment, derrière, que nous, on travaille pour plein de PME, plein de TI que personne ne connaît dans des industries vraiment très spécifiques. Il y a un sujet qu'on est obligé d'aborder, Andrea, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle va mettre la fin au marketing digital? Est-ce que en fait, ton métier va mourir avec le sujet de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils vont être meilleurs justement pour analyser ces datas dont tu parlais tout à l'heure et pour positionner correctement tes campagnes, pour faire de l'acquisition? Comment aujourd'hui tu vois cette trend qui est quand même très très importante? Et comment toi, tu vas pouvoir faire en sorte de continuer à exister dans ce monde qui est en train de se transformer à une vitesse quand même qui est complètement dingue. Il se passe un truc génial là, c'est que pour bien ressortir par exemple sur Search GPT, il faut être bien référencé sur Google en SEO. Ça, c'est incroyable. Ouais. Ok. Perplexity, c'est pareil. Ok. En fait, il faut savoir que ces moteurs viennent scraper de la donnée d'ailleurs et en général, ils viennent la prendre sur Google ou sur Bing, par exemple. Et donc, du coup, les gens qui travaillaient mal leur SEO avant, par exemple, ils vont être doublement impactés parce que d'une part, ils vont pas ressortir sur Google, mais demain, ils ressortiront pas non plus sur les nouvelles plateformes. Donc, ils sont doublement impactés. Or, si tu es en top 3 sur Google, tu as plus de chances d'être ressorti. On a sorti une étude, par exemple, sur Perplexity, où en gros, on s'est rendu compte que quand tu étais bien référencé sur Google, tu ressortais systématiquement dans Perplexity. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc, du coup, pour moi, c'est une énorme opportunité parce que du coup, je peux aller voir tous les gens qui doutaient du SEO, qui voulaient pas y aller assez fort, en leur disant si tu veux continuer d'y aller moyen niveau SEO, fais ce que tu veux, mais sache que déjà, tu étais en train de prendre un train de retard sur Google, mais là, tu es en train de prendre un deuxième train de retard. Donc, combien de trains de retard tu veux prendre? Donc, je pense que ça va être une bonne opportunité au niveau du search, moi. Et au niveau de l'IA, de manière générale, je pense qu'elle va vraiment être utile pour améliorer la productivité. Toi, je te disais que je veux un maximum de confort pour mes consultants. Il y a plein de tâches chronophages qu'on va pouvoir automatiser grâce à l'IA. Et tu penses que ça va pas les remplacer? Ah non, pas du tout, parce qu'on est sur des offres de conseils à forte valeur ajoutée. Et donc, aujourd'hui, l'IA ne peut pas les remplacer. Par contre, ça peut aider sur des tâches chronophages. Je dis toujours qu'on a tous un super pouvoir, Andrea. Je voulais connaître quel était le tien. Moi, j'ai un peu une idée, en tout cas, sur le marketing digital. Mais est-ce que toi, tu as un super pouvoir? Et comment tu fais aujourd'hui pour que les gens avec qui tu travailles, en fait, découvrent le leur? J'ai envie d'en citer deux, parce que j'en ai un deuxième qui est venu pendant que je réfléchissais au premier. Le premier, c'est l'empathie. Et le deuxième, c'est le relationnel. Et le relationnel, je ne savais pas que je l'avais avant très tard. Vraiment, je t'ai dit, je travaillais de chez moi, je ne savais pas que j'avais ce truc-là. Et je l'ai découvert plus tard. J'ai plutôt un bon contact avec les gens. J'aime pas le conflit, donc je finis par bien m'entendre généralement avec les gens au bout d'un moment. Je pense que ça, c'est une grande force et ça vient avec l'empathie. Parce qu'en fait, mon empathie, vu qu'elle est naturelle et sincère, les gens voient que je m'intéresse à eux. Je pose tout de suite beaucoup de questions sans m'en rendre compte. C'est aussi pour ça que j'ai lancé un podcast. Et donc, vu que je suis naturel, tu vois, je vais rencontrer quelqu'un dans le business et puis de très vite, je vais pouvoir parler de problèmes de famille, de choses personnelles, parce que je suis assez naturel, on va dire. Donc, je pense que c'est un super pouvoir aujourd'hui dans un monde où les gens veulent pas se livrer, dans un monde où dès qu'on s'expose, on a peur du regard des autres, où on a peur qu'on nous vole les idées. Je pense qu'avoir un bon relationnel, en tout cas, ça peut être pratique pour développer une société. Merci beaucoup, Andrea, d'avoir accepté mon invitation sur Build. Merci à toi. Très heureux d'avoir été là. Super. Merci beaucoup. Merci à toi.